Donc là, je fais un test de... Je passe par l'application YouTube pour enregistrer et mettre en ligne en même temps, j'imagine, je sais pas, une vidéo. Il y a possibilité de faire du direct aussi. Donc c'est... Bon. Parce que là, le problème, c'est que j'enregistre des vidéos de moi, mais je les stocke sur le disque dur du téléphone. Et ça prend beaucoup de place. Et en fait, je les upload pas. Donc voilà. Et puis aussi un problème d'ordre de mise en ligne du réseau, vu que j'ai pas internet à la maison et que je l'ai que sur le téléphone. Donc c'est ça un petit peu que j'essaie de voir, c'est comment on peut enregistrer en même temps qu'uploader ou un truc comme ça. Parce que là il y a un problème au niveau de la diffusion, il y a une coupure au niveau de la diffusion. Bon, je voulais écrire un peu surtout tout à l'heure, mais je passe par l'oral. Et c'est pas mal aussi l'oral, après tout, il n'y a pas de raison de pas prendre l'oral. C'est peut-être même mieux d'ailleurs. Je sais pas. Ouais, dans l'oralité, c'est comme si je sous-évaluais l'oral par rapport à l'écrit, que l'écrit est un moment un peu de déploiement de quelque chose, mais que l'oral aussi, et l'écrit, en fait, ce qui est intéressant dans l'écrit, c'est que ça demande une certaine mise en condition, sous silence. C'est compliqué d'écrire quand il y a beaucoup de bruit autour, beaucoup de choses comme ça, et voilà, c'est comme si ce qui construisait l'écrit, c'est d'avoir une situation particulière, un certain état d'esprit qui va être lié à l'écrit, mais on pourrait faire pareil pour l'oral aussi, quelque part. Il faut profiter du fait qu'on ait des enregistrements audio et vidéo, depuis assez pas longtemps d'ailleurs. C'est d'abord avec ces techniques qui ont permis, techniques de magnétophone et qui sont assez récentes, notamment numériques, qui permettent un autre rapport aussi à la circulation du savoir. Bon. Donc du coup, je discutais avec je cite pas les noms à chaque fois, mais bon, peut-être que je pourrais le faire, je sais pas. Avec donc une professeure hier, et qui me disait que par rapport aux mémoires, bon déjà c'était très maîtrisé, et peut-être trop, ce qui est peut-être pour ça qu'on m'a attaqué dessus. Donc du coup ça change un peu la donne, c'est vrai que c'est pas... Mais bon, ça veut dire que je maîtrise mon truc, donc c'est pas plus mal, enfin, je sais pas. Et parce que moi j'ai l'impression de pas trop maîtriser aussi, enfin, j'ai l'impression de maîtriser pour moi, mais j'ai l'impression que quand en face on fait des critiques qui ne tiennent pas trop, ou en tout cas, j'ai l'impression que j'arrive pas à maîtriser mon truc, mais que en face non plus, enfin je sais pas, c'est comme si j'avais besoin d'une reconnaissance, que quelqu'un me dise oui, c'est ce que tu fais, c'est bon, parce que sinon je me dis ouais, mais quelque part est-ce que je suis pas fou, est-ce que c'est pas, donc j'ai besoin de me donner sur un repère en fait. Si si on comprend pas ce que je fais, du coup c'est compliqué, parce que je trouve toujours un peu compliqué d'être convaincu seul de ce qu'on fait sans regard extérieur, quoi. Donc c'est comme si j'avais quand même besoin que ce soit compris, parce que si j'ai pas besoin que ce soit compris, il y a le risque qu'en face ce ne soit pas... Enfin que... Toujours ce truc là de voilà, et si j'étais fou, toujours ce truc un peu comme ça, quoi. Alors qu'en fait c'est plus... c'est pas tellement une question de folie, c'est une question de... Voilà, bon, quelque part c'est que si ce que je dis est logique, maîtrisé, rationnel, et que ça se tient, et que... tant mieux, il n'y a pas de problème en fait, alors bon. C'est en effet la question de la brèche après, donc il y a ce truc là un petit peu de... Comme si je construisais un cadre, et qu'en même temps, moi ce que je disais, c'est que je crois quand même que le cadre que je mets en place, j'essaie de voir s'il n'y a pas des failles, s'il tient ou pas, tout ça. Bon, mais... Alors bon, on peut parler de paradigme du coup. C'est vrai que c'est comme si j'avais construit, quelque part, une sorte de... en mettant en lien différentes conceptions, une sorte de paradigme qui en même temps est un paradigme qui revient assez régulièrement, qui est en fait un peu le paradigme un peu 68 art, ou un petit peu de la pensée de l'émancipation, où on considère que nous sommes emprisonnés, nous sommes dans une sorte de matrice, dans la matrice,
dans une sorte de prison conceptuelle, on va dire, qui conditionne notre manière de vivre, de voir le monde, de le comprendre. Et donc, quelque part, on pourrait vivre autre chose. Le monde ne se résume pas à ça et on pourrait le vivre différemment. On pourrait vivre une vie qui serait qui serait autre en fait. Voilà, il y a plein d'autres vies possibles. Il n'y a pas que celle-ci. Et que voilà, nous sommes conditionnés par un système culturel ou autre. Enfin voilà, qui est comme un cadre. Et ce cadre-là, bon, il est là pour nous protéger, mais il nous emprisonne aussi un petit peu forcément. Voilà. Donc c'est pas un mal. On peut aimer rester dedans, mais on pourrait aussi aimer voir qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur aussi. Donc c'est comme ça que je parlais un peu de ce truc-là. C'est un peu je crois que c'est un petit peu un leitmotiv qui revient, même quand je m'en rends pas compte, dans des conceptions que je peux avoir. Donc il ne s'agit pas de dire c'est comme ça que sont les choses, mais c'est juste une sorte de ressenti, une perception, un peu, un truc, une sorte de conviction intime qui est plus même de l'ordre du ressenti, quoi. Et bon, quelque part, c'est lié aussi à un ensemble d'expériences qui font que quelque part, voilà, que en tant qu'homosexuel, par exemple, dans un monde où, quelque part, enfin, quand j'étais petit, j'avais, à part lors du mouvement pour le mariage gay, j'avais assez peu de repères sur ce que c'était que l'homosexualité, sur comment on pouvait la vivre, sur plein de choses comme ça. Donc il y avait plein de choses qui étaient en moi qui s'échappaient et que pourtant j'avais pas qui n'étaient pas dans le cadre en fait. Donc c'est comme si j'étais en dehors du cadre et que je pas mes désirs étaient en dehors du cadre et en même temps ils n'étaient pas représentés, quoi. Et en fait voilà, pourtant c'était réel. Pourtant voilà, il y avait plusieurs choses comme ça. Je pense que voilà, le rapport qu'on a au travail par exemple, qui est que on trouve ça tout à fait normal de travailler. Je crois pas trop. Je trouve que c'est le travail, on a à travailler parce que on a à se nourrir éventuellement, mais le travail comme nécessité de vie presque existentielle, j'en suis pas convaincu non plus. En tout cas, pas sous la forme de l'emploi. En effet, une utopie, l'utopie de la fin du travail, qui en effet, bon, comme le dit Paul Ariès, sera peut-être un renversement anthropologique, c'est quelque chose que moi j'aimerais bien vivre, par exemple. Qui me semble même assez sain, sachant que le travail il a été aussi construit historiquement. Et, en tout cas, si on suit certaines analyses de je sais plus où, bon, avant les gens travaillaient pas comme on fait maintenant, c'était pas la même fonction en fait, du travail. Bon bref, donc voilà, c'est comme si quelque part il y avait, quelque part j'étais un petit peu enfermé, un sentiment comme ça, et que j'aimerais bien me libérer de ce truc-là. D'où l'idée de l'évasion, hein, l'idée quelque part que voilà, il y a une capture, nous sommes capturés par un système patriarcal, capitaliste, plein de choses, et ça fait que quelque part voilà, que je m'habille comme un homme masculin, alors qu'en fait j'aimerais m'habiller autrement, par exemple, ou que je parle un langage structuré par le français, mais peut-être que si je parlais, peut-être que si j'avais pas appris le français, j'aurais appris ou j'aurais conçu une langue autre. Et je crois que c'est ça ce que j'aimerais, c'est voir qu'est-ce qu'il y a d'autre, un petit peu, justement. Parce que ce monde-là, il me satisfait pas. Enfin, en tout cas, si la vie, voilà ce que j'ai, la vie qui consiste à avoir un boulot, avoir un petit travail, à avoir voilà, une petite famille, à reproduire ce truc-là, en fait, ça me convient pas, quoi. Enfin, je veux dire, si ça peut être un peu un socle, une base de survie ou de sécurité, si on veut, bon voilà, et ça peut être aussi. Mais il y a quelque chose que je trouve un peu ennuyeux pour l'instant là-dedans. Peut-être qu'un jour j'y viendrai, je sais pas. Et peut-être qu'il y a des choses qui m'empêchent d'accéder à ça aussi, parce que je sais pas pour telle ou telle raison, j'en sais rien, mais je crois que c'est pas ce que je cherche vraiment non plus, quoi. Voilà. Bon. Sur la question de l'échapper, hein, c'est aussi, comme je disais, c'est que ce qui veut aussi, c'est que si je suis en école d'art, je crois, hein, c'est ce qui a été montré, enfin, ce que j'ai cru au fur et à mesure, c'est que c'est pas tant parce que positivement j'ai envie d'être artiste, comme quelque chose qui serait une volonté personnelle, quoique si aussi, bon, quand j'étais petit c'était quelque chose qui était un petit peu chouette, quoi, et puis j'aime bien faire entre guillemets des choses
esthétique ou de l'art ou quelque chose qui pourrait s'y apparenter. Bon. Mais je ne sais pas si c'est ce que je cherche à faire en tant que profession, déjà. Parce qu'au-delà de ça, moi, ce qui me plairait vraiment, dans un idéal, c'est d'être pas artiste, mais d'être un amateur qui fait de l'art, mais d'être rien d'autre, en fait, de pas avoir de profession, pour le coup. De pas avoir de profession, mais pour pouvoir faire n'importe quelle profession. Il ne s'agit pas d'être... voilà, c'est un peu ce truc-là, c'est la question un peu du vide, de pas être identifié, d'échapper à un mode d'identification, justement, qui assigne à une identité particulière. En tout cas, c'est ce truc-là qui me... Ouais, peut-être ça me plairait pas, je sais pas, hein, peut-être que bon... mais bon, et c'est comme si j'essayais d'échapper à ça. Tout comme je suis en école d'art, pas tant parce que l'école d'art c'est super et que c'est génial, et ça l'est aussi un petit peu, bien sûr, mais je le suis parce que je veux échapper, m'évader d'un milieu social, parce qu'il fallait bien choisir quelque chose, entre guillemets. je choisis un peu le moins pire, quoi, voilà. Il fallait m'échapper d'un milieu social qui était potentiellement homophobe, anti-intellectuel, ou trucs comme ça. Et au moins à l'école, je sais que je peux parler de philosophie, je peux parler de questions politiques, je peux parler de plein d'autres choses qui ne concernent pas spécialement l'art en tant que tel, mais il y a une sorte de liberté intellectuelle. Et c'est ça que je recherche, je crois. C'est en effet une question de liberté. Voilà, donc bon, si en effet pour être un peu libre, il faut se revendiquer artiste, bon, bah, pourquoi pas, mais ce qui m'intéresse, c'est pas être artiste ou c'est pas l'art, c'est plutôt la liberté qu'il y a dans l'art. Et même cette question de liberté, évidemment, elle est complexe. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Bon, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ça. Donc du coup, c'est vrai que ce qui me disait cette prof, très justement, à la fin, c'était que finalement, j'avais beaucoup attaqué, mais j'avais assez peu construit. Et ça, c'est vrai, c'est juste. C'est-à-dire que dans ce mémoire-là, j'ai essayé de critiquer l'école d'art. Moi, ce qui me plaisait pas, c'est que l'école d'art n'était pas à des discours contradictoires. Pour le coup, elle est paradoxale dans sa forme. Et c'est comme si je voulais essayer de contrer ce paradoxe et de montrer là où ça va pas. Et en même temps de chercher les brèches, parce que moi aussi je suis inclus dedans. Donc de comprendre qu'est-ce qui me lie à ça, où sont les brèches, voilà. Et où est-ce que se situe l'aliénation, en fait, la capture, l'emprise, en fait, justement. Et je l'ai compris dans le ne pas, justement. C'est parce que je ne peux pas ne pas y être que je suis à l'école, par exemple. Mais que s'il y avait une école mieux, je serais à l'école mieux. Et s'il n'y avait pas d'école, je serais dans pas d'école. Voilà. Sauf que je ne peux... C'est comme si je ne peux pas, pour l'instant... Je ne peux pas être dans aucune institution. En fait, il y a forcément besoin d'une institution, et je prends la moins pire. Mais ça n'empêche que ce que je veux, c'est aller vers le moins d'institutions possible. Et j'aimerais voir, je sais pas, une institution minimum. Je sais pas si ça veut dire quelque chose d'intéressant ou pas, mais voilà. Sachant que, même si je vivais, par exemple, je sais pas, dans les bois, à cultiver mon jardin, ce serait quand même une institution. C'est une institution, et une institution qui serait l'institution de la nature elle-même. Et j'ai pas envie de celle-là non plus. Donc, bon. C'est quand même un peu dit Marx, hein, ce truc-là. Enfin, si c'est lui qui le dit, je sais pas, mais cette question de l'empire des ressources naturelles. Et du soleil, ça tape là. Ça tape pas mal. En fait, voilà. Parce que j'ai retenu ce terme-là, mais je suis pas sûr de le retrouver. Hein, de empire des ressources naturelles, c'est-à-dire que on est un peu obligé de travailler pour avoir pour avoir à manger, quoi. Voilà, il y a des besoins qu'il faut combler. Et bon, c'est vrai qu'il y a peut-être 200 ans, c'était peut-être compliqué. Les ouvriers, ils allaient travailler juste pour avoir de quoi manger, et puis leur loyer, puis c'était pas plus, quoi. Aujourd'hui, c'est un peu différent quand même. Il y a un accès à la consommation autre, et ça permet beaucoup de choses, c'est vrai. Et en même temps, c'est comme si il y avait une sorte d'emprise par la consommation, quelque part. Donc c'est comme si là on était quand même à un point, et ça c'est quand même assez chouette, et c'est vrai que je vois un petit peu ça aussi pour le capitalisme, c'est un petit peu accélérer la productivité, et ça permet quand même de pouvoir subvenir à des besoins de base, même si maintenant les besoins de base augmentent, on ne sait plus trop qu'est-ce que c'est et tout, mais et de plus être dans une forme de survie, en théorie, mais de pouvoir a priori, de plus dans une survie naturelle,
mais de pouvoir avoir en tout cas de pouvoir avoir le moyen de vivre, quoi. En tout cas, de dépasser cette survie naturelle, cet empire des ressources naturelles. C'est peut-être pas ça que ça veut dire, c'est peut-être dire complètement autre chose. Mais on n'est plus sur un tas de survie en tout cas. Bon. Sauf qu'on n'est plus sur un tas de survie, mais c'est comme si le capitalisme reconstruisait un tas de survie. Comme si, si on n'avait pas le dernier iPhone, bon je schématise un peu, mais si on n'avait pas le dernier iPhone, on ne pouvait pas survivre. Voilà. Et même si, comme une forme d'addiction, un petit peu, on est rendu addict, on a créé d'autres besoins, mais des besoins qui sont artificiels et dont on pourrait se passer. Et c'est comme s'il y avait un retournement, comme si justement, là où il y avait un moment où l'émancipation passait par le fait de pouvoir vivre plutôt que survivre, donc avoir accès à des objets, autre chose, des nouveaux... voilà, pouvoir combler ses besoins et accéder à un monde esthétique, etc. C'est comme si aujourd'hui, peut-être que l'émancipation passe par autre chose. En tout cas, c'est comme ça que je le sens un peu plus. C'est-à-dire que, comme si on était obligé d'acheter, obligé de consommer. Et que la publicité faisait ça. La publicité nous met sur nous du manque, nous oblige à acheter, nous frustre en permanence pour que justement notre désir soit... On construit du désir en fait. Et qu'il faut peut-être se protéger contre cette construction du désir. En fait, c'est un désir, mais c'est un désir comme manque. C'est un manque. Voilà. Et comment se protéger du manque? Alors, ça rejoint les analyses qui ont été faites sur les propositions de la grève de la consommation, par exemple. Donc, comment on pourrait faire une sorte de grève de la consommation, même ne serait-ce qu'à mon échelle, comment moi je pourrais faire ça? Comment je peux faire une sorte de grève aussi de la consommation des images? C'est un peu une question. Peut-être que si on l'applique après à ça, peut-être qu'il y a trop d'images, trop de sons, trop de structures. Donc, comment faire un peu la grève de tout ça? Comment pouvoir vivre avec moins, par exemple. Voilà. Vivre avec moins, mais aussi... parce que l'intérêt là-dedans, c'est de libérer du temps libre. C'est-à-dire que, si je passe mon temps... On a des emplois du temps surchargés, ça c'est trop bizarre finalement, parce que à la campagne, par exemple, les paysans, en effet, ils mangeaient pas suffisamment à leur faim et tout ça, mais en hiver, il n'y avait rien d'autre à faire, sinon attendre que les récoltes poussent. Donc ils avaient beaucoup de temps libre, en fait. Enfin, il me semble, faut vérifier historiquement, mais bon. Maintenant, on est toujours à faire plein de trucs à droite à gauche, quoi. Comme ça on n'avait jamais fini, puis on manque de temps. Moi je manque toujours de temps, d'énergie, de trucs. J'ai l'impression de jamais avoir du temps pour moi, et puis je me dis mais d'où ça vient ce truc-là? Est-ce qu'il n'y a pas une capture quelque part aussi? Une capture qui serait une capture émotionnelle, une capture peut-être de reconnaissance. Et comment... C'est comme si quelque part avant ces processus-là ils étaient rendus autonomes, ou ils étaient rendus gérés collectivement, et qu'ils avaient été aujourd'hui capturés par le capitalisme sur un autre point, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu ça du coup j'aimerais creuser, je crois. C'est-à-dire comment on peut... Donc voilà, donc l'idée c'est de dire, voilà, plutôt que de critiquer l'institution, qui en effet c'est comme critiquer l'État, c'est pareil, c'est parce que l'institution c'est l'État, et ce mémoire-là aussi, c'est... Il y a un truc dans l'école, je crois, qui est lié à ça, c'est aussi que, je ne sais pas trop pour quelle raison encore, c'est encore un peu flou parce que je n'arrive pas à trouver, mais je suis dépendant quand même de ce diplôme. C'est comme si je m'obligeais à avoir ce diplôme, ou que je ne m'autorisais pas à le louper. Ce diplôme de 5e année, de ce mémoire. Et il y a la question du syndrome du bon élève. J'ai toujours été très bon élève et que ça m'angoisse justement de louper quelque chose comme ça. Parce que ça serait comme si j'avais passé toute ma vie à l'école, enfin jusque-là, et qu'à la fin j'ai pas mon diplôme, ce qui est quand même un petit peu ballot. Donc ça serait un petit peu comme... peut-être que c'est une sorte de psychologie de l'engagement, c'est que quelque part... je me suis engagé jusque-là, donc je peux pas maintenant reculer, quoi. C'est un peu trop tard. Un peu trop tard de dire, finalement, les études ne servent à rien. Et... Bon, c'est un peu... Et en même temps, c'est pas vrai non plus. Enfin, c'est pas aussi binaire, mais bon, il y a un côté comme ça. Peut-être aussi que mes parents ont des masters et que je veux pas faire moins bien que mes parents aussi. Ça c'est logique. Parce que ce serait aussi un peu un échec, dans un sens. Un côté comme ça, comme si je voulais justement aussi y être rapport aux parents, comme un truc systématique de vouloir faire mieux que ses parents, vouloir pas faire comme eux. Voilà. Et c'est vrai que comme moi je vois, mais comme aussi d'autres personnes de ma génération, on voit leurs parents dans un boulot qu'ils ont fait depuis... ils sont sortis des études, ils sont rentrés dans un boulot parce qu'ils avaient besoin d'argent, et puis ils n'ont pas pu en sortir. Et puis du coup ils ont fait la même chose toute leur vie. Alors ils sont devenus des professionnels, ils ont appris beaucoup de choses comme ça aussi, mais il y a un côté un peu comme, quelque part, c'est un truc ça qui m'angoisse un peu, c'est de me dire que
Ouais, il y a un enfermement dans le sens où quelque part je grandis. La maturité, grandir, c'est pas s'enfermer dans un rôle pas de père de famille ou d'un boulot qu'on peut plus quitter et qu'on va toujours faire comme une routine. C'est au contraire essayer de trouver des moyens pour avoir toujours plus d'espace et pour explorer le monde. Et moi, ce que je voulais faire quand j'étais petit, c'était grandir pour explorer le monde. Pas forcément physiquement, mais en tout cas explorer le savoir, explorer beaucoup de choses et que j'avais peur justement d'un moment où c'était plus possible parce que j'avais des responsabilités ou quoi qui m'auraient enfermé et que finalement ça serait plus ça quoi. Donc une sorte de peur d'être enfermé comme ça un peu. Donc la question c'est voilà, comment construire ces outils-là, ces outils d'évasion. Si je reprends la question de il est quelle heure, faut que j'aille manger après. Ah, je sais pas, quelle heure il est. Ok, ouais, j'ai bientôt mangé, dans un quart d'heure. Donc j'avais déjà tenté de faire un peu tentative avec le journal Topi, qui n'a pas duré très longtemps, d'ailleurs, ça fait 2 jours. L'idée c'est un peu l'action de l'utopie, c'est comment construire l'utopie. Mais c'est comme si l'utopie, il ne fallait pas essayer de la penser comme une prothèse extérieure, comme une manière de construire un autre monde, mais comme si l'utopie c'est plutôt l'inverse. C'est comme si justement cet autre monde on y est déjà en fait. On est déjà et c'est un monde qui se casse la gueule parce que justement il est éloigné du monde réel. Il est éloigné parce qu'il en est qu'une toute petite partie. Voilà, nous sommes emprisonnés, mais la prison c'est aussi le réel, mais c'est une partie du réel, mais c'est une petite partie du réel. Et que l'utopie c'est pas construire un autre monde ailleurs comme hors sol, à partir de rien ou de zéro. En fait c'est précisément l'inverse. C'est que on est déjà dans un monde hors sol et il s'agirait de toucher sol, il s'agirait de creuser. Il ne s'agit pas de trouver une utopie qui serait dans le ciel, mais plutôt dans la terre. C'est-à-dire de creuser ce qui est déjà là. Voilà. Comme si, quelque part, l'utopie, c'est accepter ce qui est déjà là. C'est accepter les désirs qui sont déjà là, les désirs profonds qu'on refuse de voir dans l'institution, dans l'institution du monde, je veux dire, dans le langage, dans quoi. Et te dire, qu'est-ce qui échappe à ça? Qu'est-ce qui est... Voilà, nous sommes dans du langage, dans l'institution, et qu'est-ce qui essaie de cadrer ce truc-là? Qu'est-ce que ça essaye de capturer? Parce qu'il y a quelque chose qui s'échappe. Et ce truc qui s'échappe, c'est précisément le réel. Ça part en effet d'un peu de ce paradigme. C'est un paradigme, on n'est pas obligé d'être d'accord. Que, voilà, il y a une espèce, c'est pas une opposition, mais que entre une dialectique, une dualité entre d'un côté le monde réel, dont on n'aurait pas accès, qui serait donc la réalité, qui serait les choses. Bon, on n'a pas accès à ça, et ça, ce serait toujours en mouvement. Ce serait un ensemble de... c'est quelque chose qui sera animé. On peut imaginer voilà, comme des objets qui sont toujours en relation les uns avec les autres et qui font une suite de causes à conséquences. Moi, j'imagine un peu comme ça. Voilà, et c'est comme plein de mouvements, des choses qui s'entrechoquent comme ça, comme ça, et que des trucs de cause à effet. Bon. Et nous sommes agis par ça. C'est que notre corps, c'est aussi tout plein de trucs de cause à effet. C'est comme une sorte de machine énorme, mais une machine qui fonctionnerait sur elle-même et qui ne produirait rien d'autre que sa propre vie, en fait, et qu'un mouvement. C'est le mouvement du monde lui-même, un petit peu. Bon. Et nous, par rapport à ça, nous sommes une instance, nous sommes un élément de cette machine-là, et nous avons une conscience de cette machine-là. La conscience que nous en avons, qui est une sorte, on la représente, donc on en fait une image, comme un petit peu notre conscience, c'est l'image de notre inconscient, c'est l'image de... L'inconscient, c'est le mouvement du corps, c'est le mouvement de tout... en fait, c'est le mouvement du monde réel aussi, mais c'est du corps en tout cas. Et notre conscience, c'est juste l'émanation dans cet inconscient d'une partie qui s'observe elle-même et qui tente d'avoir conscience de ce mécanisme-là depuis un petit bout du cerveau, dans un petit coin en fait. Voilà, c'est juste un mécanisme d'enregistrement, c'est un mécanisme qui va représenter ce qui se passe pour essayer de comprendre. Mais il peut comprendre qu'une petite partie en fait, il peut comprendre que... Il institue toujours que c'est toujours, il essaie toujours de reformer l'ensemble, mais comme c'est lui-même n'est qu'une partie du tout, c'est compliqué. Il peut juste n'avoir qu'un échantillon en fait, tout ça.
Donc il peut pas faire un ensemble cohérent de toute façon. Bon. Voilà. Mais bon, il essaye quand même. Voilà. Et donc du coup, nous-mêmes, on produit du coup de l'image, on produit ce truc-là, on produit une institution, on produit de l'institution pour comprendre. On produit un système de pensée qui va structurer tout ça. Et ça, c'est que l'image est performative, c'est-à-dire que du coup, on comprend le monde à travers cette image-là. C'est une manière de pouvoir le représenter, justement. Mais ça va aussi conditionner notre réception. C'est-à-dire que, l'image peut être des fois en confrontation, en incohérence avec le monde réel qui va un petit peu, on va dire, tenter de déjouer ces images-là, de trouver des failles, enfin de s'engouffrer dans les failles qu'elle aura fait, parce qu'il y aura forcément des failles en fait là-dedans. Et en même temps, si l'image est très bien faite, ça peut aussi être un moyen pour faire le déni de tout ce qui va contrer ce truc-là. C'est-à-dire qu'on va s'arranger pour que, à chaque fois que le réel essaie de s'immiscer dans l'image et de la défaire, de montrer que ça marche pas, en fait, de montrer l'incohérence de l'image, eh bien, on va essayer de s'arranger aussi pour faire un déni de ça, pour le repousser, voilà. Et c'est là aussi où l'image est performative, en fait. L'image est performative parce qu'on construit une image sur le monde, et ensuite on va essayer que le monde colle à cette image-là. Donc c'est comme si le monde, quelque part, lui, on pouvait pas le performer, on n'a pas d'impact sur lui. On est agi par le monde, hein. On n'est pas le monde, on est agi par le monde. Mais le monde nous dépasse complètement, hein. On est dépassé par le monde, parce que on est juste une partie du monde, et on peut pas, voilà. Et c'est même pas qu'on est, c'est pas on est une partie du monde et on peut agir sur lui à un petit bout. C'est pas ça, c'est que on est agi par le monde lui-même. Et notre action sur le monde, ça fait partie du monde. C'est le monde qui agit à travers nous. En fait, on est parlé par le monde, hein. Et voilà. Et l'image est aussi une partie du monde quelque part. Mais c'est une partie du monde par laquelle on regarde. Voilà, c'est un côté comme ça. Et c'est une perspective sur le monde. Mais cette perspective, elle a aussi un impact sur lui. Elle est performative, dans le sens où voilà, c'est que si on veut, on peut très bien ne voir qu'une partie du monde, et cette action de ne voir qu'une partie du monde va s'arranger pour voir toujours la même partie du monde. Et en fait, on peut s'enfermer dans son propre cadre. Il y a un côté comme ça. Mais alors, tout comme moi, je m'enferme dans mon propre cadre, quelque part. Dans mes vidéos, tout ça, je m'enferme dans mon propre système de pensée. Mais en même temps, c'est aussi pour m'échapper d'un système de pensée qui serait un mode de pensée naturel où on serait enfermé dans le langage, dans une institution d'État, dans l'institution de la famille, dans l'institution du travail. Et le truc, c'est que voilà, il suffit pas de vouloir s'échapper de l'institution. C'est comme si on était obligé de cadrer quelque part. Parce que c'est toute la question, c'est que si on cadre pas, c'est comme si c'était un peu dangereux, quoi, quelque part. Si par exemple je refuse de l'institution l'institution de toutes les institutions, c'est-à-dire que je parle plus français. Je parle plus du tout, d'ailleurs. C'est-à-dire que je peux très bien, là, si j'ai envie de me jeter dans l'eau, je me jette dans l'eau. C'est-à-dire que je peux très bien mourir à tout moment, parce que je n'aurais pas à mesurer les risques. Ça veut dire qu'au niveau perceptif aussi, bon, c'est un peu cette idée-là, il faudrait voir si c'est vraiment ça, mais c'est comme si peut-être que nos perceptions sont cadrées aussi, et que si je les décadre, du coup, s'il n'y a plus de cadre, du coup, je vais percevoir plein de choses que d'habitude je vais inhiber, en fait. Et qui peut du coup rendre complètement un peu fou, parce que si on a enfin pas fou, mais la question de la folie est un peu différente là-dedans, mais peut-être que l'autisme serait ça, hein, c'est une proposition en tout cas de Tinoco, quand il y a plein d'informations tout le temps et que du coup on sait plus quoi faire avec ça et qu'on est un petit peu déboussolé. Il y a l'idée un petit peu que j'avais aussi évoquée dans les journaux, que ce qui fait qu'on construit un cadre comme ça, qu'on cadre les choses, c'est justement parce qu'on veut se protéger de l'extérieur. C'est-à-dire que voilà, on va construire un cadre de pensée parce que du coup, pour nous protéger, c'est une prison mais qui nous protège de l'extérieur. Et voilà, par exemple, si je ferme ma clé dans ma maison, c'est parce que je veux me protéger des voleurs qui pourraient cambrioler ma maison. Donc j'ai un espace, et c'est comme si on me protégeait cet espace-là. Et pareil, peut-être que la pensée, c'est peut-être une manière de pouvoir réagir à une violence qui est faite à l'extérieur. C'est-à-dire que, voilà, si on suit... bon, donc, je vais beaucoup parler de la question de ce profil des surdoués, des gens qui réfléchissent beaucoup. Bon, s'ils réfléchissent beaucoup, c'est peut-être parce que justement, il y a quelque chose qui leur fait peur. Souvent, c'est lié à la question de l'hypersensibilité, hein. Les surdoués sont des gens qui réfléchissent beaucoup, qui intellectualisent beaucoup, mais qui aussi sont des gens qui intellectualisent beaucoup parce que c'est en lien avec leurs émotions. Ils ont aussi beaucoup d'émotions. Soit ils les inhibent complètement parce que c'est trop dur pour eux, soit il y en a beaucoup, donc ils sont obligés de les comprendre et de les... Voilà.
Mais c'est comme si quelque part il y avait un cadrage émotionnel qui nous autorisait à avoir certaines émotions et pas d'autres, et que voilà, le surdoué c'est quelqu'un qui est pas dans ce cadre-là, qui est un petit peu pris par des émotions qui sont en dehors du cadre, et que d'un seul coup, il faut qu'il arrive à les comprendre, il faut qu'il arrive à les intellectualiser pour pouvoir les instituer dans un cadre. Sinon c'est très angoissant, parce qu'il y a des émotions et ils savent pas d'où ça vient. C'est quoi ça vient. Bon. Et le cadre, c'est aussi un cadre pour nous protéger de l'autre aussi. Voilà, quelque part, c'est que la loi, elle construit des cadres en permanence, elle construit des droits pour chacun et des devoirs et des règles qui fait qu'il y a des limites. Ça qui fait que je peux pas aller, je peux pas utiliser le corps de quelqu'un sans son accord, ce serait du viol, parce qu'il y a des cadres entre nous. Voilà, et je peux pas tuer quelqu'un non plus, c'est des cadres. Il y a des cadres entre nous qui nous protègent. Voilà, et qui font qu'on peut faire ça que par consentement. Donc voilà, s'il n'y a pas de cadre, c'est aussi dangereux. Hein. C'est même très dangereux. Ça peut être une volonté, hein, mais bon, c'est un peu. Et je pense qu'en effet, le risque aussi, c'est quand on n'a pas de cadre, c'est d'être pris dans le cadre de l'autre. C'est-à-dire que c'était un petit peu. Donc, j'ai essayé de rajouter, de prendre ensemble du coup les figures donc du surdoué, du schizophrène, du chaman aussi, parce que c'est comme si c'était un peu on pouvait les interpréter dans la logique de l'antipsychiatrie ou de l'interprétation de Tinoco aussi, et de Deleuze, et bon, tout ça, comme si justement c'était des gens qui sortaient du cadre.